1er mars 2026, le peuple d'Afrique recevait nos salutations. Très rapidement, nous constatons que certains de nos frères sont presque atteints par la guerre informationnelle mise en place par la cellule de la DGC chargée de l'Afrique. Donc, des blogueurs qui entretiennent des faux comptes, des faux profils. On va revenir peut-être là-dessus avec le temps. Et ils sont en train de vouloir attaquer le partenariat Russie-Afrique. Ah, il faut avoir des inquiétudes. Quand c'était le cas avec la Syrie, avec le Venezuela, ils mélangent tout à la fois. Aucun de ces théâtres d'opération n'est pareil à un autre. Ce qu'ils veulent voir sur le terrain en réalité, d'abord le cas de Bachar al-Assad, qui est alawite, la majorité de la Syrie est sunnite, les Djoulani là sont des sunnites, donc les sunnites finalement, même ceux qui sont avec Bachar al-Assad se sont donné la main pour les déposer, et les alawites. C'est pourquoi les derniers à défendre la Syrie, et qui sont retranchés après dans certaines collines et au niveau de l'attaqué où il y a eu de violents combats, ce sont les alawites et les milices iraniennes. Les alawites qui sont très proches des chiites, donc l'Iran. Ça, c'est un peu le cas de la Syrie. Donc, ce n'est pas l'armée syrienne l'armée russe de se substituer à l'armée syrienne quand même. Il faut accompagner, il faut assister. Mais du moment où l'armée syrienne même a refusé de se battre, le gouvernement a acté. Et d'ailleurs, le premier gouvernement transitoire de Djoulani, c'était le premier ministre de Bachar al-Assad. Celui qui a assuré l'intérim, qui a appelé à déposer les armes, tout, ils ont fait leur boulot. Venezuela, encore une fois de plus, dire que l'armée du Venezuela n'a pas été renforcée, c'est une erreur. J'ai personnellement été au Venezuela. L'armée était très renforcée, les milices étaient vraiment mobilisées, mais une fois de plus, la hiérarchie militaire a dit peut-être faire des choses qui n'ont pas été jolies, qui ne sont pas très bonnes. Vous comprenez ce que nous sommes en train de dire. Donc, le Venezuela, ça n'a pas fonctionné. Maintenant, c'est le cas de l'Iran. Beaucoup sont en train de crier. J'ai dit, mais écoutez, même le Venezuela, ils avaient bénéficié de beaucoup de matériel, leur armée est préparée. Mais pourquoi maintenant ils n'ont pas activé les systèmes de défense antiaérienne comme l'Iran est en train de faire? Lancer des missiles, pourquoi ils n'ont rien fait? Maduro, quand il a été pris, il a été amené au niveau d'un bateau. Et ce jour-là, il y a un bateau à côté de l'Iran qui navigue tranquillement. Pourquoi les Vénézuéliens n'ont pas fait le quart de ce que les Iraniens sont en train de faire? Ont-ils refusé de riposter pour ne pas descendre peut-être l'hélico dans lequel se trouvait le président? C'est nos débats. Ce qui se passe entre l'Iran et puis tous ces pays-là, parce que nous apprenons à l'instant que la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne entrent en guerre évidemment. Nous sommes au début de quelque chose, il faut rester concentré. Il faut rester très concentré. Pourquoi ils viennent en appui? Est-ce qu'ils étaient venus en appui quand il s'agissait du Venezuela? La réponse évidemment c'est non. S'ils viennent en appui, ça montre que l'Iran était non seulement très bien préparé, on a vu beaucoup des avions cargo qui ont fait des va-et-vient. L'Iran est un pays très solide, hein? C'est à peu près 80 millions d'habitants. Un pays très vaste, qui a de la profondeur stratégique. J'étais en Iran, précisément à Téhéran. La capitale iranienne s'est surplombée de collines. Maintenant, en Iran, la résistance tient bon. Elle tient bon de sorte que Netanyahou dit que chez lui, ce sont des civils qui sont touchés. Je ne sais pas. Nous avons reçu l'information que lui-même, il a touché une école des filles de l'autre côté, le média d'État a touché, télévision d'État. Je ne sais pas ce qu'il a fait à Gaza. Lui parler des civils, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Et combien de pays à la fois sont attaqués par l'Iran? On ne parle pas aujourd'hui de 10 pays. En tout cas, des bases militaires appartenant à combien de pays? Il faut dire comme ça. On ne parle pas de 10 pays au moins. Beaucoup de pays. L'Iran est d'assez contre tous. Les renseignements sont très précis. Le commandement a été bien décentralisé. C'est un peu horizontal au niveau de chaque région. Chaque région a son système de défense, à l'autonomie d'engager le combat. C'est plus un commandement à la verticale directement comme ça. Non, ça a été vraiment décentralisé. Toutes ces innovations ont été faites à prix de quelque chose. N'oubliez pas les derniers exercices militaires préparés, aidés. L'Iran a renforcé l'Irak comme a verrouillé les détroits d'Ormuz. C'était avec les Russes, les Chinois.
C'est ensemble qu'ils ont fait cet exercice militaire. Aujourd'hui, les Iraniens sont en train de mettre ça en pratique. Et c'est parce que les gens veulent voir réellement. Des militaires russes en tenue russe en train de combattre, non, ça ne se fait pas. En Ukraine, ce n'est pas des militaires américains que vous voyez en tenue américaine en train de combattre. Ils sont toujours peut-être en tenue peut-être des Ukrainiens. Je sais que moi, mes abonnés sont très forts, ils comprennent ce que je suis en train de dire. Mais quand vous voyez les choses, vous savez qu'il y a quelque chose en bas. Voilà, l'Iran est tellement sûr de lui-même. Trump a commis l'erreur de vouloir éliminer très tôt les guides, qui d'ailleurs ne s'est pas opposé à son élimination. D'après les informations qui nous sont parvenues, il ne s'est pas caché, il n'a pas fui, rien. Il était là comme s'il attendait ça, il avait tout préparé, il va partir et puis continuer le travail. L'Iran qui est en train d'agir en kamikaze maintenant, obligeant d'autres pays de l'OTAN à se joindre. C'est presque tout l'OTAN qui est engagé maintenant. L'Iran a en face de lui combien de puissances nucléaires? Les États-Unis, l'Israël, la France, la Grande-Bretagne, 4 puissances nucléaires engagées directement. L'Iran ne panique pas. Sachez que l'Iran est bien accompagné, est très bien appuyé. Maintenant, cette guerre, je l'ai dit hier, c'est une guerre de munitions. Qui a le plus de stocks de munitions? Ce n'est pas le nombre de pays mobilisés qui compte. C'est le nombre de capacités offensives et de capacités défensives. Quel est le camp qui peut intercepter le plus d'attaques ennemies? Parce qu'une chose est d'attaquer, une chose est aussi de pouvoir se défendre. Et j'entends Donald Trump qui veut des discussions. Pas Trump, lui, son système généralement c'est attaquer. Il provoque une onde de choc, il attaque avec force, comme ce qu'il a fait au Venezuela, et ensuite il discute. C'est quelqu'un qui a même écrit un livre dans ce sens, l'art de dealer. Il déploie des forces, si ça ne te fait pas soumettre, il essaie de t'attaquer en force, la paix par la force. Et là pour lui, il te soumet et puis vous discutez. Mais est-ce que cela a fonctionné avec l'Iran? Je pense que l'Iran avait déjà compris ça, l'Iran a anticipé. Ça n'a pas réellement fonctionné. Il est là à dire qu'ils ont demandé à discuter avec lui, lui il est ouvert. Mais nous ne voyons nulle part où ils ont demandé. On dit même peut-être c'est lui-même qui avait envoyé les Italiens. Je ne sais pas vrai ou faux. Ça reste à confirmer. Mais puisque la guerre informationnelle, nous avons les informations qui nous arrivent de partout. Prenez même le temps souvent de vérifier. Ça commence même à fatiguer, à épuiser. Parce qu'il y a beaucoup de fakes qui arrivent de gauche à droite. Il faut faire attention à ça. Pour le moment, nous savons quand même que si Donald Trump avait solidement le poids, il ne doit pas avoir besoin d'Emmanuel Macron quand même. Lui, il a tout dit que Macron, c'est un faiblard. De l'Allemagne ou bien de la Grande-Bretagne. Je peux comprendre la Grande-Bretagne, mais l'Allemagne et puis Emmanuel Macron, c'est un autre niveau. Faire participer l'Allemagne de cette façon aux opérations, après tout ce qui s'est passé, comment c'est la Seconde Guerre mondiale a pris fin, ça donne à réfléchir. Ça donne véritablement à réfléchir. Où va ce monde? Ceux qui sont derrière l'Iran, de toute façon, les Chinois savent une chose. Ils ne peuvent pas perdre la première réserve mondiale de pétrole, le Venezuela. Actuellement, deuxième réserve mondiale de pétrole, l'Arabie Saoudite avec les États-Unis. Perdre la troisième réserve mondiale de pétrole, qui est l'Iran. Et ils avaient déjà perdu quatrième réserve mondiale de pétrole, l'Irak, le Koweït, les Émirats Arabes Unis, les 6 réserves là. Si ça se retrouve entre les mains de l'oncle Sam, la Chine est en train de bâtir sa puissance sur l'économie. Contrairement à l'oncle Sam qui a tout à construire sa puissance sur les guerres. Ça ne va pas arranger la Chine. Perdre le contrôle de tout ce pétrole, ça risque d'exposer l'industrie chinoise qui sera totalement dépendante des pétroles russes. Et ça va arranger les Chinois à la longue, je ne sais pas. Ils sont alliés aux Russes. Est-ce que les Russes vont vendre exclusivement du pétrole à la Chine? En ce moment, les Indiens pourraient en manquer. Les Indiens seront obligés d'aller vers les États-Unis totalement. Et ça, c'est la fin des BRICS. Les enjeux sont énormes. Les enjeux sont très énormes. Est-ce que les pays autour de l'Iran ont intérêt à voir l'Iran vaciller totalement, tomber totalement? L'Iran a déjà été contrôlé, en tout cas, par l'oncle Sam. Les reins du Shah d'Iran.
ne faut pas oublier ça. À l'époque, les Anglais et autres contrôlaient totalement le pétrole iranien. Si c'est le cas, si jamais l'oncle Sam contrôle les pétroles iraniens, les pétroles vénézuéliens, ils peuvent se passer du pétrole en partie des monarchies de Golfe. Donc ils peuvent provoquer des situations là-bas. J'ai vu un député égyptien dire que si l'Iran tombe, prochainement c'est leur tour. Je ne sais pas s'ils comprennent, mais je vois que certains sont en train de comprendre. Malgré que la Ligue arabe soit totalement entre les mains aujourd'hui de Donald Trump, de Netanyahou. Mais les pays autour de l'Iran, par exemple, quand vous prenez la Turquie, bien qu'il soit pays membre de l'OTAN, si on dit l'Iran tombe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des forces pro-Netanyahou et Donald Trump vont s'installer en Iran. Et si ces forces s'installent en Iran, c'est directement à la frontière avec la Turquie. Et Erdogan a déjà échappé à un coup d'État. Ah oui, il a déjà échappé à un coup d'État. Il y a le Pakistan aussi qui est voisin de l'Iran, qui possède l'arme nucléaire et qui n'est pas en bon terme avec des gens qui sont en train de mandater Donald Trump. Oui, souvent n'est pas du tout en bon terme. Et l'Afghanistan sait aussi qu'il sera envahi. C'est une évidence. Quand Trump est revenu au pouvoir, qu'est-ce qu'il a dit? Trump a tout de suite dit que Joe Biden a commis l'erreur de se retirer de la base aérienne de Bagram, parce que selon Trump, la base aérienne de Bagram se trouve en Afghanistan, non loin de la capitale Kaboul, est à 1 heure de l'endroit stratégique où la Chine fabrique ses armes nucléaires. Donc ils ont besoin de cette base pour tenir la Chine sous pression. La Chine le sait. La Chine sait que si la Russie s'effondre, donc les gens, ils allaient, parce que la Russie et la Chine ont une frontière terrestre. Voilà, au niveau du fleuve Amour, ont une frontière terrestre. Donc ils allaient être en Russie et puis faire face à la Chine, une pression. La Chine qui détient le plus de terres rares au monde pour faire tous ces missiles, les avions, je sais pas, les satellites et autres. Donc, au niveau de l'Afghanistan, ayant échoué du côté de la Russie, c'est là que vous avez même la Corée du Nord à pied la Russie. Parce que la Corée du Nord a une frontière avec la Russie. Et qui allait être, voilà, les prochains sur la liste? La Chine a compris. La Corée du Nord a compris. Mais ça reste que s'ils reviennent du côté de l'Afghanistan, Trump a vraiment, je ne sais pas qu'est-ce que les Chinois ont fait à Donald Trump. S'ils reviennent du côté de l'Afghanistan, ils seront à la frontière de la Chine. Ah oui, c'est une autre frontière terrestre de la Chine. Et il dit bien, la base de Bagram est à 1 heure de temps, vol par avion, de là où la Chine fabrique ses armes nucléaires, selon Donald Trump. Vrai ou faux, je ne sais pas, je ne peux pas confirmer. Le Pakistan aussi a une frontière terrestre avec la Chine. Et si vous regardez bien, la flotte aérienne du Pakistan, ce sont les Chinois qui fournissent beaucoup d'appareils. Quand cette guerre de quelques jours entre le Pakistan et puis l'Inde, des puissances nucléaires, vous avez vu que les avions Rafale des Indiens ont été descendus en quelques minutes par les avions J-17 de la Chine. C'est la Chine, la flotte aérienne du Pakistan. Beaucoup voient le Pakistan comme allié de l'OTAN, oui, d'accord. Et juste après, il y a eu escarmouche entre le Pakistan et l'Afghanistan. On dit qu'il y a une guerre entre les deux. C'était quelque chose. Tout ça, c'était pour préparer l'opération d'Iran contre l'Iran. Et je pense que les deux pays ont sans doute compris. Et puis on calmé tout de suite léger. Parce qu'on détourne leurs attachés et puis on est en train d'attaquer leurs grands voisins. Mais quelle est cette puissance qui peut réussir à mettre la main sur l'Iran et que les voisins de l'Iran vont dormir tranquillement? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ils préfèrent une coopération avec à distance. Maintenant, l'oncle Sam a déjà des bases militaires à l'intérieur de la Turquie. Pourquoi l'Iran a frappé tous ces pays autour là, mais la Turquie n'a pas été touchée? Parce que les bases militaires de l'oncle Sam en Turquie n'ont pas été utilisées contre les territoires iraniens. Les autres là ont permis à ce que leurs bases soient utilisées. Nous sommes dans quelque chose de beaucoup plus grave qui se prépare. Nous avons appris que le porte-avions Charles de Gaulle est en train de se diriger vers la mer Rouge, quittant la mer Baltique. Et là-bas,
il y a les outils du Yémen. Donc nous, le monde se prépare à quelque chose de très grave. Faisons beaucoup attention. Donc nous devons rester concentrés, surtout nous autres Africains. Nous devons rester réellement concentrés. Parce que ce qui se prépare, ce qui est en cours, espérons que ça ne va pas aller, ça peut déborder. Hein. Ça ne va pas aller loin, sinon ça peut déborder. Seulement les militaires africains, toutes les armées africaines qui nous suivent, ou si vous pouvez les partager ça. Dites-leur qu'aucun Africain ne doit accepter d'aller mourir pour être tirailleur de quelqu'un, quelle qu'en soit la puissance. Faites vos guerres, laissez-nous. Nous-mêmes, nous avons nos guerres ici. Nous avons des guerres. Les mêmes qui nous attaquent là, ce sont les mêmes qui attaquent tous ces pays. Si vous voyez que certains de nos dirigeants africains se comportent de façon un peu pas correcte face à ces gens, c'est parce qu'ils se sentent pris en otage. Bon, d'autres peut-être ont le courage, comme le pays de l'AS, vouloir se démarquer. Comme le disait une des autorités de l'AS dans les coulisses, ces gens de la CEDEAO te disent, allez-y, c'est très bien. Mais tout le monde n'a pas le même courage, ça aussi, il faut l'avouer. Non, on leur reproche au moins d'avoir ce courage. Et c'est le moment plus, c'est maintenant ou jamais. Parce que la Deuxième Guerre mondiale a permis à certains pays de réclamer leur indépendance. Nous, pays africains, on est restés courageux. Surtout ancienne colonie de la France, par les Algériens qui ont fait leur guerre d'indépendance, la Guinée qui a dit non mais qui n'a pas été réellement accompagnée. Nous devons corriger tout ça maintenant. Ça suffit. À chaque fois nous partons nous battre là-bas et puis ils nous récompensent très mal. Les francs CFA c'est quoi? Parité fixe. Mais c'est ce que Hitler avait fait aux Français. Ensuite ils nous récompensent par quoi? Tcharoy. C'est ce qui a été la prime des Africains qui sont allés se battre. Venir les massacrer ici au Sénégal. Ah non, mais ça suffit. Maintenant, nous devons dire ça suffit. Et ça suffit. Peuple d'Afrique, nous sommes au début de quelque chose. J'ai supplie les Africains d'arrêter de vouloir, certains, s'infantiliser dans cette histoire. Ah, c'est pas une question de religion haute, non. Les monarchies de Golfe qui soutiennent Trump, là, sont en majorité quoi? C'est disent des pays musulmans, non? C'est pas une question de religion, hein. C'est une question de pétrole, de position stratégique, d'influence et autres. Nous vous remercions. Et à très bientôt.